Chose promise, chose due, je suis avec Emma Aziza, hydrologue. Bonjour Emma. Bonjour. Quand on parle de réchauffement climatique, quand on parle de changement climatique, plus exactement, on parle souvent justement, et vous voyez, même moi j'ai fourché, de réchauffement climatique. On se focalise sur la température, l'été dernier nous l'a montré, et on oublie peut-être un peu rapidement l'eau. Est-ce que l'eau, le sujet de l'eau, est le grand oublié du débat sur le changement climatique à vos yeux? Ce qui est clair, c'est qu'il y a une corrélation directe entre les températures et les phases d'évaporation, donc une accélération du cycle de l'eau. Et donc, si on ne comprend pas à un moment donné que la première des conséquences du réchauffement climatique, et on l'a vu, les 8 dernières années ont été les plus chaudes années jamais recensées, eh bien, ça a une conséquence directe sur le flux d'évaporation. Donc, qui dit beaucoup plus d'évaporation, dit une sécheresse qui s'accélère. Et ça concerne tous les continents dans le monde. On le voit très clairement, on est en train de perdre notre eau sur l'ensemble de nos réserves naturelles. Est-ce que ce sujet de l'eau, il est assez prégnant, y compris dans le débat? Quand on parle de changement climatique, c'est systématiquement pour parler des températures, pour parler de la chaleur et pas de l'eau. Qu'est-ce qui explique que ça ne soit pas à ce point-là dans le débat? Et c'est vrai qu'on s'est focalisé pendant de très nombreuses années sur la question de l'atténuation des gaz à effet de serre, donc notamment sur la question du CO2, et on voit très clairement qu'on a mis de côté les conséquences, la question de l'adaptation de nos territoires et donc la question de l'eau. Or, en fait, aujourd'hui, on a d'un côté effectivement un certain nombre d'experts qui parlent de la question climatique, mais de l'autre côté, on a d'autres qui font le constat de ces sécheresses qui ne font que s'accélérer et de cette ressource qui s'appauvrit comme une peau de chagrin. Alors justement, on va parler de l'eau spécifiquement. Comment on peut illustrer le sujet de l'eau aujourd'hui? En quoi c'est une ressource qui manque? En quoi on a des problèmes face à nous? Si vous aviez 2-3 exemples qui montrent cette transformation qu'on a dans la relation à l'eau, qu'est-ce que vous prendriez? Déjà, le fait qu'on a de plus en plus de situations dites anticycloniques, c'est-à-dire qu'il fait de plus en plus beau et que ce soit dans le sud, mais aussi dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, on a perdu 70% de notre ressource en eau en l'espace d'un an. Donc ça peut aller très très vite et donc le fait qu'il fasse très beau, il fait très chaud, il y a plus d'évaporation, il y a des sécheresses là où il n'y en avait pas, on a des feux qui démarrent dans des zones où on n'était absolument pas préparé à ça, et ça aussi c'est lié directement à la question du cycle de l'eau. Si vous avez un sol très sec, vous allez avoir une part inflammable très forte, et donc en 2019, en mois de juin, lors de la canicule, on a eu des départs de feu en Picardie, un territoire qui n'est absolument pas prêt à faire face sur le plan de la sécurité civile à ce genre de risque. Je vais faire mon sceptique volontairement. Est-ce qu'on a assez de recul sur le sujet de l'eau pour dire que parce qu'une année en Hauts-de-France, comme vous l'avez dit, il a fait plus sec et moins d'eau, qu'il y ait eu des départs de feu en Picardie, c'est pas une contestation, c'est juste pour vous challenger là-dessus. Est-ce que malgré tout c'est suffisant pour en déduire que oui, on a un problème avec l'eau dans ce grand sujet du changement climatique? Alors vous avez raison, on a toujours connu des périodes de sécheresse extrême dans l'histoire. En 76, on en avait connu. 76, mais si on remonte bien plus en amont, au XIIIe siècle, on traversait le Rhin à pied sec, on faisait des processions dans les rues pour crier, pour hurler et appeler la pluie. Quand on remonte dans les archives historiques, c'est assez passionnant de se rendre compte qu'on a toujours vécu des sécheresses extrêmes et même des inondations bien pires que ce qu'on connaît aujourd'hui, dans les extrêmes du cycle de l'eau. Maintenant, ce que l'on vit, c'est complètement différent. On n'est plus sur une variabilité naturelle climatique, on est sur une tendance. Et la tendance, elle est très claire et on le voit lorsque l'on regarde les anomalies de température, notamment sur les images de la NASA. On est en train de comprendre à quel point cette température est en train de s'accroître plutôt au niveau des pôles, notamment sur la zone arctique, et l'Europe est le focus principal. Ce qui explique le fait que la France se réchauffe plus vite que le reste du monde, 20% plus rapidement que le reste du monde et 50% plus vite que ce qui était prévu initialement. Donc là, ce que vous nous dites, c'est que non seulement il y a un sujet sur l'eau, mais le sujet de l'eau est encore plus important chez nous en France qu'ailleurs. C'est ça que vous nous dites. Exactement, parce que en France, nous étions un pays tempéré. Nous ne sommes pas un pays aride à semi-aride. On ne manquait pas d'eau. Donc, on a énormément d'utilisateurs de l'eau. On a les agriculteurs, bien sûr. On a l'industrie. On a les centrales thermiques nucléaires. Donc,
tout ça, derrière, utilise de l'eau. Il faut comprendre que derrière le PIB de chaque pays et derrière de la croissance, il se cache de l'eau. Et si on oublie ça, eh bien, on oublie l'intégralité du processus. Regardons juste rapidement ce qui se passe en Chine. Il n'y avait plus d'eau dans les barrages qui étaient complètement à sec. Eh bien, directement, la semaine qui a suivi, nous avions des usines qui fermaient. Et c'est toute la chaîne de valeur qui ensuite se transforme. Et c'est des produits qu'on ne peut plus importer en France. Une question dont j'assume totalement la naïveté. Est-ce qu'on n'a pas assez d'eau ou est-ce que l'eau désormais est mal répartie sur le calendrier? Parce que ça peut être les mêmes conséquences, sauf que c'est évidemment pas la même cause. Et là, j'avoue ne pas le savoir. Alors ça, c'est quelque chose que l'on a tendance à dire. C'est notamment un argument très fort. Il pleut tout autant, mais pas à la même période de l'année. C'est vrai ou c'est faux? Alors c'est complètement faux. Il pleut beaucoup moins, et on l'a vu d'ailleurs en 2022. Nous n'avons pas eu de recharge de nos nappes phréatiques. Et nos nappes phréatiques, en réalité, sont les jalons de notre résilience. Si on ne comprend pas ça, on passe complètement à côté de la manière dont on va pouvoir préserver notre ressource. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ces nappes qui alimentent directement l'humidité des sols et notamment nos rivières. Elles sont connectées. Lorsque vous voyez de l'eau alors qu'il ne pleut pas, en réalité, cette eau, elle vient des nappes phréatiques. Si on surpompe massivement dans les nappes phréatiques, eh bien, on va au-delà de leur capacité de renouvellement et à ce moment-là, on épuise notre ressource, on tarit nos nappes et lorsque les nappes sont taries et sont abîmées, j'ai envie de dire, eh bien, elles mettent des années avant de se renouveler. Le problème, c'est qu'on les a pas, ces années. J'ai droit à une deuxième question naïve? Bien sûr. Soyons fous. Donc, l'eau qui coule dans une rivière, c'est pas uniquement ce qui vient de sa source. C'est donc aussi ce qui arrive des nappes phréatiques et du ruissellement tout au long, évidemment, du cours d'eau. Ça, je l'imaginais, mais ce que vous nous dites en gros, c'est que il faut bien entendre que les rivières sont alimentées en gros par en dessous, quoi. C'est ça? En réalité, la source, c'est une infime goutte d'eau, j'ai envie de dire, qui sort. Totalement ma naïveté, je voulais dire. Donc, quand vous remontez à la source de la Loire ou à la source de la Seine ou des grands fleuves, on se rend compte qu'une source, c'est vraiment sauf qu'ils ont des affluents, absolument ça, je infime. le savais. Ça, je le savais. Mais ces affluents sont alimentés en partie dans les sous-bassins, donc par la pluviométrie, par la pluie. Mais en réalité, on s'est rendu compte, il y a une étude qui vient de sortir qui montre qu'on s'est complètement planté dans nos modèles. On était persuadé que les nappes avaient leur rôle à jouer, mais finalement de manière très profonde. Et puis on avait les sols d'un côté et les rivières de l'autre. On s'est rendu compte qu'en réalité, l'apport des nappes est essentiel et il est le double de ce que l'on imaginait pendant des décennies en matière sur le plan scientifique. D'accord. Et les nappes, elles sont alimentées par l'eau qui tombe au fur et à mesure de l'année. Et les nappes sont alimentées par les pluies, sauf que ces pluies, lorsqu'elles tombent sur le sol, le 2/3 repart dans l'atmosphère, 26% ruissellent et seuls 9 à 10% pénètrent dans les nappes. C'est-à-dire pour recharger une nappe, c'est très compliqué, ça prend du temps et ce n'est pas parce qu'on a une précipitation très importante, des pluies diluviennes, que d'un seul coup, on a résolu le problème de la sécheresse. On le voit très bien. Là, toutes les pluies qui ont pu traverser la France ne permettent pas de recharger nos nappes phréatiques parce que c'est difficile. Et surtout, ces nappes, elles soutiennent nos rivières. Aller puiser dans ces nappes des millions et des millions de litres d'eau pour s'en servir durant la phase estivale, derrière, c'est un non-sens. Et en réalité, on va complètement à l'envers de ce qu'il faut faire en matière de cycle de l'eau. Si j'entends bien, on a un problème de disponibilité de l'eau, comme dans le même temps, on a des usages. En toute logique, ça veut dire qu'il y a une compétition par les usages pour la ressource en eau, et notamment l'agriculture. Agriculture et eau, on voit bien quasiment tous les jours aux informations, c'est un sujet conflictuel, passionnel, sur lequel il y a des convictions, parfois des connaissances, mais on les mélange trop souvent. Est-ce que le problème, il est bien posé déjà, entre l'agriculture et l'eau ? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a beaucoup d'idées reçues, notamment une des principales, c'est le fait de considérer qu'il faut récupérer toute cette eau avant qu'elle parte dans l'océan, parce que sinon on la perd. La stocker, c'est ça? Non, on la récupère. Qu'on la récupère en la stockant ou qu'on la récupère via des forages ou via le fait de prélever cette eau en amont, il faut savoir que déjà on la récupère partout. Toutes nos rivières et tous nos fleuves sont tous pressurisés, si vous voulez, par les ponctions que l'on fait tout au long du cours d'eau. Il reste très peu d'eau douce qui arrive dans la phase qu'on appelle d'exutoire lorsque le cours d'eau se jette en mer. Et donc, en réalité, si vous ne laissez pas cette quantité d'eau douce arriver dans cette eau salée, vous coupez complètement toutes les chaînes trophiques et donc toute la faune qu'il va y avoir sur le plan aquatique. Et donc, dans ce lien entre ces eaux saumâtres, entre eau douce et eau salée. Et donc, à ce moment-là, en cassant cette chaîne trophique, vous détruisez l'intégralité de la chaîne de biodiversité et donc le vivant. Vous êtes en train de nous dire qu'il faut quasiment arrêter d'utiliser l'eau
pour autre chose que de l'extrême essentiel. Il faut utiliser l'eau de manière intelligente. On peut utiliser l'eau de pluie de manière raisonnable. C'est-à-dire si on est capable à un moment donné de retenir cette eau de pluie à l'échelle de notre jardin, de notre parcelle, eh bien c'est de l'eau qui ne sera pas utilisée, notamment actuellement on utilise de l'eau potable pour arroser notre jardin, pour arroser nos toilettes. Il va falloir changer parce que cette ressource est en train de s'affaiblir, de diminuer, et surtout il faut tirer des leçons du passé. Ces 5 dernières années nous ont montré l'échantillon de ce qu'on était capable de vivre en France. En 2018, on venait de sortir en 2017 d'une année extrême de sécheresse historique. Début 2018, on a eu des inondations très importantes et toute la France a été arrosée en eau. On avait au début du printemps des recharges excédentaires et on était persuadé qu'on n'aurait pas de problème de sécheresse, et 2018 a été une année de sécheresse historique parce qu'on a eu des vagues de chaleur et qu'on a eu des canicules qui font basculer le système. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend plus la logique qui fait que c'est pas parce qu'on retient l'eau l'hiver qu'on en aura l'été. Il faut jouer maintenant plus intelligemment avec la question de la ressource, et ça passe notamment par les sols, la qualité des sols, leur fertilité, le fait de laisser les microbiotes dans les sols. Si vous n'avez pas les bonnes bactéries dans votre sol, eh bien vous avez un sol qui ne peut pas conserver l'eau, et à ce moment-là, le sol s'appauvrit, il sèchera plus rapidement, et avec l'endommagement qu'on connaît sur le plan agricole. Il y a quand même aussi une forme d'inégalité devant la capacité à stocker de l'eau dans le sol. Si vous avez des argiles ou des sables, je caricature volontiers, vous n'aurez quand même pas la même capacité, malgré la vie organique qu'il peut y avoir dans le sol. Alors ça, c'est le principe même de la question de la ressource en eau. Elle est inégale et très différemment répartie suivant les zones où vous vous situez, tout simplement parce qu'elle est fonction de la géologie qu'il y a dans nos sols. Quand vous êtes sur le bassin parisien, on pourrait tenir 40 années de sécheresse historique, alors que vous allez une centaine de kilomètres plus loin, que ce soit en Bourgogne ou plus à l'aval du bassin, où là on va se retrouver avec déjà des sécheresses très marquées, des territoires qui souffrent et des nappes qui derrière et ça c'est la conséquence de la nature des sols, on est bien d'accord. Exactement. Il y a un mot, quand on parle d'agriculture et d'eau, on ne peut pas le mettre là dans notre discussion, c'est le mot des bassines. Alors avec votre regard et vos connaissances, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Je sais que la question elle est très réductrice, mais malgré tout, au moment de la poser vis-à-vis de l'opinion, c'est comme ça qu'elle se pose. Je pense qu'on a voulu absolument cliver le débat entre les pros et les contre bassines, et je pense qu'on se trompe complètement parce qu'il y a une myriade de solutions qui se trouvent au milieu. Être pour les bassines, c'est être pour le fait d'aller prélever 8 à 16 millions de mètres cubes d'eau dans une nappe phréatique, tout ça pour la mettre dans une sorte d'immense, gigantesque piscine olympique, à peu surface, près donc on 260 piscines olympiques. Exactement. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'on le fait? Tout simplement pour dépasser les arrêtés préfectoraux, parce que lorsque vous avez une bassine, vous pouvez continuer d'arroser lorsque vous êtes dans une phase de crise, alors que tous les autres ne peuvent plus irriguer. C'est une question, à un moment donné, de tour de passe-passe. Il faut qu'on sorte de ce schéma-là. Et pour bien comprendre votre pensée, dès lors qu'on touche aux nappes phréatiques, c'est une mauvaise idée. En gros, c'est ça. Exactement. Okay, ça, j'ai bien compris. Alors du coup, si cette logique-là n'est pas la bonne, est-ce qu'il y en a une qui est malgré tout la bonne par rapport à l'enjeu que représente malgré tout l'accès à l'eau? Et oui, il y en a d'autres. L'autre possibilité, c'est de récupérer les eaux de pluie intelligemment, de leur permettre de ruisseler, mais ensuite de pouvoir s'infiltrer avec une capacité d'infiltration plus forte. Pour ça, on a des solutions qui permettent justement de retenir la vitesse de l'eau avant qu'elle parte directement et qu'elle emporte d'ailleurs des sols avec elle. On est capable notamment de créer des sortes de bassines naturelles avec des fonds argileux qui permettent de contenir de l'eau de pluie et qui deviennent des réserves naturelles. On peut recréer des zones humides, on peut utiliser l'agroforesterie, on peut faire un couvert sur les sols qui permettent de conserver l'humidité située dans les couches de sous-sol. En fait, il y a une myriade de solutions et on est très très loin du fait de dire on garde une poche d'eau là ou pas. Mais le point commun à toutes ces solutions que vous envisagez, c'est pas tant de permettre l'accès à l'eau, c'est d'avoir moins besoin d'eau quand même. D'avoir moins besoin parce que celle qu'on... c'est pas pour trouver dans leur source. En réalité, on a autant besoin d'eau, sauf qu'on l'utilise plus intelligemment. Si vous avez un sol qui conserve son humidité, il aura moins besoin d'eau nécessairement. Donc là, ce que l'on voit traverser la France en train, et on voit très bien qu'on a des vallées entières avec derrière des territoires agricoles directement soumis au soleil pendant des semaines et des semaines. Ça, il faut absolument le changer, travailler avec l'ombre, travailler intelligemment avec la nature parce qu'elle a des solutions elle-même. Je vais vous proposer 2 voies de réflexion. Vaut-il mieux imaginer de changer le modèle agricole pour le rendre moins consommateur d'eau, ou est-ce qu'il vaut mieux aller vers l'idée de changer la répartition de l'eau
au bénéfice de l'agriculture et au détriment peut-être d'autres activités qui sont moins impérieuses que l'alimentation. Parce qu'en fait, derrière le mot agriculture, il faut juste entendre le mot accès à l'alimentation. Alors vous allez où? On change le modèle agricole ou on change la répartition de l'eau au bénéfice de l'agriculture? Les deux. Dans un premier temps, on n'a pas le choix que de changer le modèle agricole. On ne peut plus s'appuyer sur ce qu'on avait avant. En l'espace de 5 ans, la France s'est complètement transformée. Elle continuera à se transformer. On continuera à avoir des vagues de chaleur, des sécheresses de plus en plus fortes. Donc, on va avoir besoin de travailler, comme le font certains pays arides, en utilisant la moindre goutte d'eau, en lui donnant sa valeur, en la respectant aussi, parce que qui dit quantité d'eau moindre dit qualité. Donc, il va falloir changer l'intégralité du modèle et je pense que d'ailleurs le monde agricole est en train de le comprendre et déjà en train de se transformer. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des cultures dont le principe même est basé sur l'irrigation quasi permanente qui doivent réfléchir à faire autre chose, quoi? Prenons le maïs qui est stigmatisé. Le maïs dans les Landes, allez, soyons fous. Très clairement, le problème du maïs, il est beaucoup plus complexe que pareil ce qu'on voudrait en faire dire, si vous voulez. C'est que on a développé massivement le maïs dans la période d'après-guerre pour nourrir, pour derrière développer. Le problème, c'est qu'actuellement, on s'est rendu extrêmement dépendant de certaines formes de maïs. Alors certes, 70% des terres agricoles dans l'OCDE, en Europe, sont directement dédiées aux cultures céréalières qui alimentent le bétail. Donc baisser notre part de viande, ça va contribuer directement à moins utiliser ces terres. Et il va falloir que le défi de l'agriculture, il va falloir comprendre que ça va être de choisir ce à quoi on alloue nos terres. Est-ce que ces terres-là vont servir à faire pousser du coton, du chanvre ou derrière des produits qui vont nous habiller? Est-ce que ces terres vont produire du bio-gasoil à partir de colza, de betterave et donc derrière ce qui va favoriser la mobilité? Est-ce qu'on va continuer massivement à nourrir le bétail au détriment de nous ou est-ce qu'on va nous nourrir? Ça, c'est le défi qu'on a pour nous et donc c'est l'enjeu majeur qu'il va falloir mettre en œuvre, non pas dans les décennies à venir, dans les 3 à 5 ans qui viennent. Et si on ne comprend pas qu'on est en phase de crise, eh bien derrière, on passe complètement à côté du problème. Dernière question, je vous donne une baguette magique pour solutionner le problème que vous avez posé. Avec les limites que vous avez évoquées, mais le principe d'une baguette magique, c'est qu'on n'a pas de limites, on n'a pas de contraintes. Vous en faites quoi de cette baguette magique pour solutionner le problème de l'eau dont vous dites on ne peut pas faire autrement que de l'adresser? Eh bien, cette baguette magique, je la prends et je mets une étincelle dans la plupart des cerveaux humains pour qu'on comprenne qu'il faut absolument préserver l'eau. C'est vraiment la base de notre résilience. Si on ne la préserve pas dans nos fleuves, dans nos nappes, eh bien derrière, on va courir beaucoup plus rapidement vers notre perte. Il faut jamais oublier que même si on était capable d'atténuer l'intégralité du CO2 et donc d'arrêter d'émettre en fait ces gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement planétaire, eh bien on n'empêcherait pas pour autant la chute de la biodiversité, on n'empêcherait pas pour autant le dérèglement de tous les cycles, et ça, ce sont nos modes de vie qui y contribuent directement. Si déjà on prend conscience, à partir de là, on peut entamer en profondeur un véritable changement. Donc si je résume, avec votre baguette magique, vous fertilisez les consciences, c'est ça? Exactement. Parfait. Merci Emma. Merci. On se retrouve tout de suite pour la suite de cet après-midi.